Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Entre 2010 et 2025, le prix du Bitcoin est passé de quelques centimes à plus de 120 000 $. Une explosion complètement folle. Et vous vous dites peut-être aujourd'hui, ah zut, j'aurais dû en acheter quand il ne coûtait quasi rien. Et qu'à ce prix-là, il est trop tard aujourd'hui pour commencer à investir. Or, il n'est jamais trop tard. Il est toujours possible d'investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode du podcast La Bourse ou la Vie. Mon nom est Paul Charlie, je suis journaliste et coordinateur de la rubrique Bourse sur Trends Tendance. Je reçois ce soir notre chroniqueur régulier, Hamza Naki. Hamza, tu es entrepreneur, tu es consultant en gestion et tu es aussi rédacteur en chef et fondateur du média de vulgarisation financière Parle en Finance. Tu parles souvent de crypto-monnaies, de Bitcoin sur LinkedIn notamment et aussi pour Parle en Finance. Donc la question aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on commence à investir dans le Bitcoin ? Merci Charlie, merci pour cette invitation. Et effectivement, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à ces podcasts. Et donc, pour moi, il faut aller déjà au-delà de la simple idée de « j'investis pour faire un coup ». S'intéresser au Bitcoin, c'est s'intéresser à une technologie, à une vision et à un écosystème en pleine construction. Aujourd'hui, investir dans le Bitcoin est devenu aussi simple que d'acheter un ticket de parking ou de train, et je l'ai déjà dit dans le précédent podcast. Donc le vrai sujet, ce n'est plus l'accès, c'est la curiosité. Comprendre l'engouement, les usages, mais également les systèmes qui se développent autour de cette avancée technologique majeure. Le Bitcoin, c'est à la fois une monnaie numérique, un outil de transfert de richesse instantané, mais aussi une philosophie de décentralisation. Il faut donc l'aborder avec l'œil d'un enfant curieux plutôt qu'avec la méfiance d'un téléspectateur influencé par les gros titres. Et au-delà, le secteur de la crypto-monnaie a beaucoup à enseigner au secteur financier traditionnel en matière d'innovation, de rapidité et d'inclusion. Par exemple, pour donner une petite statistique, en 2024, environ 562 millions de personnes dans le monde, soit 6,8% de la population mondiale, détenaient des crypto-monnaies. Mais concrètement, comment est-ce qu'on commence donc à investir dans le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ? Ouais, très bonne question, effectivement, il faut rentrer dans le détail. Donc déjà, il faut casser cette idée reçue d'investir dans le Bitcoin est réservé à des personnes qui ont investi il y a 10 ans, 12 ans, etc. On peut encore commencer aujourd'hui, puisque c'est une révolution, entre guillemets, technologique qui est encore assez balbutiement, selon moi. Et je recommande donc de commencer petit, progressivement, avec des montants que l'on est prêt à immobiliser sur le long terme, qu'il s'agisse de 20, 50, 100 euros ou encore 500 euros pour les plus téméraires, via ce qu'on appelle un plan d'investissement, soit programmé, soit on le fait directement de façon manuelle. L'avantage, c'est le fait que ça va lisser donc les variations de prix, et donc on va acheter aussi bien quand ça monte que quand ça baisse, et cela sans stress dans le Bitcoin parce qu'on y croit, mais il faut d'abord le comprendre. Et surtout, il faut passer par des plateformes qui sont régulées et reconnues, c'est très important pour éviter les pièges justement, et de tomber sur des acteurs douteux, et ça donne aussi un cadre légal et fiscal clair. L'Europe aujourd'hui développe énormément donc de plateformes d'échange de confiance fiables, et donc voilà. Oui, justement, à ce propos, il y a récemment eu la nouvelle loi européenne qui est entrée en vigueur, qui s'appelle MiCA, et qui fait une régulation pour ces entreprises et donne une facilité d'accès à travers toute l'Europe à un acteur qui est, par exemple, installé dans un pays membre X ou Y. Donc, quand on commence à investir ainsi dans les crypto-monnaies, quelle est la crypto-monnaie par laquelle on commencerait à investir ? Est-ce qu'il y en a que tu recommanderais davantage que d'autres ? Est-ce qu'il faut plutôt viser les plus connues ou celles qui ont la plus grande valeur marchande ? Ou est-ce qu'il faut plutôt donc du coup éviter les risques des coins qui sont méconnus et plutôt obscurs, qui peuvent être par exemple frauduleux, être purement spéculatifs, et être montés en épingle par des personnes qui sont juste là par appât du gain. Exactement, ça arrivait très très souvent dans le passé, des rug pulls, etc. Donc voilà. Mais c'est une question un peu piégeuse de savoir comment est-ce qu'on entre via quelle crypto, parce qu'en règle générale, il faut commencer par les mastodontes et les projets les plus solides, Bitcoin, Ethereum, Cardano, etc. Mais moi,
je regarde beaucoup de projets. Du coup, pour répondre à cette question, ça va être en fonction de votre personnalité également. Si c'est quelqu'un qui veut le moindre risque potentiel, effectivement, il faut les projets les plus solides qui ont démontré aussi leur efficacité et leur robustesse dans le temps. Mais pour un débutant, mieux vaut se concentrer donc sur les grosses capitalisations, celles qui montrent crédibilité, ainsi que solidité, comme le Bitcoin, qui est une réserve de valeur numérique, l'Ethereum, qui est l'infrastructure sur laquelle reposent plusieurs applications, mais aussi ce qu'on appelle les contrats intelligents, donc les smart contracts, ou encore Cardano, et éventuellement certains projets liés à l'intelligence artificielle, mais là ça demande déjà un peu plus de suivi, de connaissances un peu techniques et technologiques. Donc il y a une règle d'or en crypto, c'est faites vos propres recherches, Dior, et non pas la marque de vêtements, mais Dior, D-Y-O-R, do your own research. N'investissez donc pas dans ce que vous avez vu passer dans un tweet ou un post, je ne sais pas moi, Instagram et autres, mais parce que vous avez compris le projet. L'écosystème est tellement vaste qu'être simplement curieux ne suffit pas, ne suffit plus. Il faut creuser la technique, challenger la vision, s'informer, entrer dans les discussions de la communauté pour observer des anomalies techniques ou technologiques. Et donc, encore une fois, pour une petite statistique, donc le Bitcoin pèse environ 57% de la capitalisation totale du marché, Ethereum 14%, Cardano reste dans le top 15 avec une capitalisation de plus de 30 milliards de dollars. Donc voilà. Oui, comme tu disais un peu plus tôt aussi, on peut investir tous les mois avec des sommes déjà modiques, on va dire, quelques dizaines d'euros. Et cela est justement possible grâce à quelque chose qu'on appelle le fractionnement, c'est-à-dire qu'un Bitcoin ou d'autres actifs, ça marche d'ailleurs pour les actions aussi, mais donc ils peuvent être divisés en une multitude de différentes parts. Par exemple, 1 millième de Bitcoin vaut $120 environ. C'est une somme qui peut être mobilisée. Sinon, un 10 millième coûte $12. Donc, même si le prix était à plus de 100 000, 120 000 dollars, qui est évidemment un prix que pas tout le monde peut sortir de sa poche comme ça. Donc, on peut acheter des parts plus petites et qui effectivement sont la même valeur et suivent toujours le même cours. C'est juste une fraction d'un actif. Donc acheter du Bitcoin n'est en fait pas hors de prix. Mais quels sont d'autres frais peuvent toujours s'appliquer? Quels sont les frais qu'on doit garder en tête quand on investit dans les crypto-monnaies? En fait, ça dépend. La question des frais, comme dirait l'autre, elle est vite répondue. Nous avons les frais d'échange en fonction de la plateforme d'échange dans laquelle vous voudrez justement placer vos investissements. Mais bon, en termes de sécurité, moi je conseille toujours d'avoir ce qu'on appelle un ledger, un cold wallet, donc forcément. Mais il y a aussi les frais, ce qu'on appelle le spread, qui est l'écart entre l'achat et la vente de l'actif. Mais ça, c'est aussi le cas pour l'investissement en ETF, en actions et autres. Donc voilà, les types de frais, c'est ça. Et puis le plus grand frais, c'est la volatilité. Mais bon, c'est pas un frais, c'est plus entre guillemets la valorisation de l'actif. Mais voici les frais auxquels faire attention, vraiment les frais de l'échangeur avec lequel on traite. Puis il y a le frais de spread, forcément, qui est un frais parfois caché, on ne comprend pas réellement quand on n'est pas dedans. Mais voilà. Oui, tout ça est bien sûr toujours disponible sur les sites de différentes plateformes avant qu'on commence à investir. Comme ça, chacun peut un peu se faire son idée des frais qui l'attendent. Un autre point qui revient souvent, justement là quand on parle de chiffres et de pourcentage, c'est quelle part de son portefeuille est-ce qu'on investit en crypto-monnaie. J'ai récemment vu que le BlackRock Investment Institute conseille à ses clients une allocation de 1 à 2% en Bitcoin. D'autres donnent des chiffres un peu plus élevés, mais en général, dans le monde de la finance en tout cas, on parle de 5%, mais pas plus, quoi. Peut-être 10%, mais c'est encore rare comme chiffre. Oui, clairement. En fait, quelle part de portefeuille consacrée à la crypto? Encore une fois, on revient toujours au profil d'investisseur. C'est très important de faire sa propre analyse personnelle. Mais voilà, tout dépend de ce profil de risque. Pour un investisseur novice, moi je dirais entre 5 à 10% du portefeuille. Et pour quelqu'un qui croit profondément au secteur et qui comprend les enjeux, ça peut monter jusqu'à 20, jusqu'à 30% en fonction justement de la pertinence que vous y voyez dans le secteur et si vous y croyez dans son expansion future. Donc voilà, ça dépend de chacun. Après, moi, je suis d'une politique qui dit
faut faire avec 5 à 10% de son portefeuille pour pas trop prendre de risques, parce que c'est très important de faire très attention, parce que c'est un secteur où il y a une forte volatilité. Voilà, il faut être conscient aussi d'une chose, c'est que dans un marché haussier, les 5% peuvent très vite devenir 20% de votre portefeuille si vous êtes bien positionné. Donc la question de dire combien est-ce qu'on met dans un portefeuille, oui, 5%, même 1%. Si vous mettez 1% de votre portefeuille total sur un projet qui est en fait au début de son explosion, je dirais à la hausse, ce 1% peut devenir 30%, et puis la question, elle a été débridée entre guillemets. Et donc c'est ça la magie, mais c'est aussi le danger, c'est aussi la volatilité. Donc ça dépend quand est-ce que vous rentrez. Donc soit il faut faire du DCA comme en investissement normal, soit entrer vraiment dans les périodes haussières. Mais en gros, moi, personnellement, je recommanderais de toujours avoir ce type d'actif dans son portefeuille. La règle la plus importante, c'est d'investir uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça arrive qu'il y ait des projets foireux. C'est très, très, très probable. Mais pas pour tous les projets. La plupart des projets, effectivement, une grande majorité des milliers de projets qui existent n'existent plus aujourd'hui, mais les plus solides sont toujours là. XRP, Cardano, Solana, on va dire Bitcoin, etc. Et donc voilà. Donc il ne faut pas juste le comprendre intellectuellement, mais il faut aussi l'intégrer émotionnellement. Ça évite la panique au premier crack. Donc quand on met de l'argent, il faut savoir se dire c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, donc je prends le risque. Et donc pour une statistique, les family office allouent en moyenne 1,8% de leur portefeuille en crypto aujourd'hui. Mais bon, elles ne sont pas encore enclines à bien comprendre le secteur et le marché, mais elles y sont quand même. Donc je pense que ça va petit à petit aller en s'améliorant et en comprenant davantage l'importance de ce secteur-là. Oui, c'est justement ça. Le Bitcoin, le secteur des crypto-monnaies a pris en maturité, comme on l'a dit, en 16 ans ou plus d'existence. Donc il prend en maturité et le monde financier s'y intéresse aussi de plus en plus. C'est notamment le cas aussi aux États-Unis, où Donald Trump dérégule à tout va et facilite aussi comme ça l'accès au plan de pension 401K et à d'autres investissements très faciles du style. Ils ont lancé les ETF, donc l'ETF Bitcoin qui a engrangé des milliards et des milliards, donc ça témoigne de l'intérêt. Oui, donc l'intérêt est là du monde financier, et donc voilà, ce chiffre-là d'allocation dont tu parlais, 1,8% en moyenne, mais pourrait aussi venir à évoluer avec le temps et la maturité du secteur. Mais sinon, justement, en parlant de la maturité du secteur et de comment il avance dans l'histoire et le passé qu'il a déjà connu, c'est que les crypto-monnaies sont souvent aussi liées à une image un peu d'arnaque, de fraude, parce que justement il est un peu méconnu du grand public, et donc les arnaqueurs ont peut-être plus facile à monter un coup et à faire tomber les gens dans le panneau qui sont là, qui se me disent ok, on me promet des chiffres mirobolants et qui foncent donc dessus sans vraiment avoir garde. Mais la question qu'on se pose donc est comment est-ce que on reconnaît ces offres frauduleuses et ces arnaques, et comment est-ce qu'on distingue les offres sérieuses et les vrais sites, les vrais acteurs du secteur, sachant que il y a même une des plateformes les plus connues, FTX, qui s'est au final avérée être une énorme fraude et qui s'est complètement effondrée. C'était en novembre 2022, je pense. Ouais. Donc effectivement. Donc déjà, je commencerai par dire des arnaqueurs et de la fraude, il y en a partout. Ça, c'est très important de le notifier, surtout dans les secteurs les moins régulés. Forcément, ils aiment beaucoup se converger vers les brèches. Mais effectivement, donc ce secteur des crypto-monnaies attire beaucoup de fraude. Donc il faut être vigilant. Donc il y a 3 réflexes simples que je recommande en règle générale. Si ça paraît trop beau pour être vrai, forcément c'est une arnaque. Il faut se poser la question. Red flag directement. On se pose des questions ou on pose assez de questions pour comprendre, parce que les rendements garantis n'existent pas. Il faut utiliser effectivement des plateformes régulées, ça je le disais au début du podcast. En Europe, le règlement MiCA a commencé à encadrer ce marché-là, et donc du coup nous voyons des plateformes qui sont agréées MiCA, donc ça c'est tant mieux, et donc ça crédibilise davantage et ça rassure aussi les investisseurs.
Et troisièmement, il faut comprendre avant d'investir. Il ne faut pas mettre son argent dans une offre que vous ne comprenez pas ou voilà, qui vous semble opaque. Tu as parlé du cas de FTX, effectivement, qui s'est révélé être une fraude. Ça prouve qu'il faut garder une part de contrôle. Par exemple, via un portefeuille personnel. Je parlais de cold wallet, il faut vraiment s'intéresser à ce type de mécanisme. Donc voilà, pour répondre à cette question liée aux arnaques, c'est d'être le plus conscient possible, de respecter les 3 points que je viens de citer, et normalement, en règle générale, il faut aussi savoir s'entourer, poser des questions avant d'agir. Tu parles du cold wallet. Est-ce que tu pourrais expliquer de quoi il s'agit, un cold wallet? En fait, un cold wallet, c'est très simple. C'est le fait de détenir directement donc, ses cryptos en propre. Donc, quand on investit via un échange, un exchange, ce n'est pas nous qui détenons les cryptos, nous sommes exposés au marché, mais concrètement, le Bitcoin ne t'appartient pas. Avec un cold wallet, effectivement, tu détiens une clé, ça peut être une clé USB ou un ledger ou autre, et donc à ce moment-là, les cryptos sont détenus directement dans ce ledger et auquel tu as accès tout seul avec un certain code que personne ne possède. Et donc à ce moment-là, tu détiens tes cryptos, ton Bitcoin. Ok. Comme on dit, not your keys, not your crypto. Et donc, c'est très important de détenir ces clés pour que les cryptos soient détenus par toi. Dans le cas de FTX, personne détenait le Bitcoin ou les Solana enfin voilà. Oui, donc c'est un peu comme une sorte de coffre-fort. C'est une sorte de coffre, oui. Qu'on garde, oui. Ok. Et voilà, merci Hamza pour toutes ces informations. Très utiles pour, donc, si vous voulez commencer à investir dans les crypto-monnaies. Je rappelle aussi à nos chers auditeurs et chères auditrices qu'ils peuvent dès à présent s'inscrire pour la nouvelle édition du Trends Invest Challenge. C'est notre concours d'investissement. Il commence le 6 octobre et on peut déjà s'inscrire dès maintenant. Il va durer pour environ 10 semaines. Bon, c'est donc pour de nombreuses personnes qui veulent commencer à investir. Cela peut être un premier test. C'est avec du faux argent, donc c'est complètement fictif. Et on peut investir et voir comment évoluent nos portefeuilles pour s'y tester, pour ensuite investir dans la vraie vie. Effectivement, j'ai participé à ce Trends Invest Challenge et c'était totalement pertinent pour ceux qui veulent se lancer. Moi, j'avais mon équipe et du coup, on checkait nos résultats et ça, c'était positif. Oui, c'est ça. C'est justement, on a eu des retours positifs et de personnes qui ont justement profité de l'occasion pour commencer à investir. Les crypto-monnaies ne sont malheureusement pas encore disponibles dans le jeu, mais les actions des entreprises actives dans le secteur le sont. Et souvent, elles suivent un peu les cours des crypto-monnaies. Donc, c'est peut-être une première porte d'entrée aussi pour s'exposer aux crypto-monnaies. Donc, vous trouverez toutes les informations sur le site de Trends Tendance. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.